institutions qui sont installées à Paris. Son père s'engage pendant la Première Guerre mondiale et meurt sur le front dès 1915. Donc Boris Stassitsky devient pupille de la nation et malgré tout, il décide très jeune de devenir artiste et sa mère le soutient dans ce choix. Il a une grande détermination. Il est d'abord formé chez un architecte et ensuite, à l'âge de 17 ans, il rentre dans l'atelier de Lucien Simon à l'école des Beaux-Arts. Lui, il se présente souvent comme romantique révolutionnaire, en trois occurrences, comme peintre, comme lecteur ou écrivain et comme héritier de toute une longue tradition sculpturale et picturale autour de sa mère, qui est vraiment une figure centrale dans son univers. Sa mère qui est arrêtée lors de la rafle du Veldiv en 1942 et qui est assassinée à Auschwitz. Amrita Shergill, qui est une jeune étudiante à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Lucien Simon, d'origine indienne, avec qui il échange de nombreux portraits, autoportraits, ce qui explique que Boris Stassitsky soit présent et connu à New Delhi, où ses œuvres sont exposées. Jean Blard, qui est l'autre ami de cette période de formation à l'école des Beaux-Arts, son frère de cœur, avec lequel il partagera différents projets militants et artistiques, et notamment des décors de ciment gravé, de mosaïques dans la banlieue parisienne. Qui est une façon différente de faire de la peinture d'histoire, en représentant ce télégramme mensonger par lequel les autorités espagnoles nient avoir assassiné Garcia Lorca. Et bien sûr, ce sous-main ou cette table rouge avec le stylo, le crayon posé dessus, peuvent évoquer des œuvres comme celle de Toulouse-Lautrec, comme une sorte de flaque de sang. Une toile qui a été réalisée en octobre-novembre 1945, vraiment quelques mois après la libération, achetée par Jean Cassou pour le Musée national d'art moderne, où l'œuvre est présentée dans une salle avec d'autres œuvres d'artistes résistants et déportés, mais visible quelques mois avant qu'elle regagne les réserves du Musée national d'art moderne. Et elle a été très récemment présentée à Rome, au Palais du Quirinal, dans l'exposition de Jean Clair et Laura Bossi sur l'enfer de Dante. Et au centre, donc on a l'étal la charrette des cadavres, et derrière, ce geste de solidarité avec les détenus qui s'entraident, qui se portent, qui est vraiment un motif central dans l'œuvre de Taslitsky, qui est vraiment son idéal de vie en tant qu'homme et qu'artiste, l'entraide, la solidarité, et c'est vraiment un motif récurrent, le portage des corps et le soutien, les gestes de solidarité, les mains posées sur les épaules.
cette petite composition, ce groupe qui est très important, voilà, chemine vers une sorte d'ouverture quand même dessinée par les lignes de fuite des baraquements et vers ce ciel absolument hallucinant, jaune et violet. Où elle fait beaucoup pour essayer de consoler et de soigner les co-détenus, co-déportés, toutes ces femmes et ces enfants, puisque comme le soulignait Adil, il y avait des enfants dans les camps, avant d'être à son tour emportée par le typhus. Selon toute vraisemblance, la résistante n'est pas morte entourée comme ça de toutes ces femmes. Et la vérité, c'était d'élever en quelque sorte cette femme résistante, symbole de la résistance féminine aussi, au rang de sainte ou de martyre. Et c'est aussi la fraternité, la communion, les liens entre toutes ces femmes autour, en mouvement. Pour les dockers qui sont très largement syndiqués auprès de la CGT, c'est d'entraver le chargement des munitions pour les navires à destination d'Indochine. C'est ce que représente Tassisky ici, comme beaucoup d'autres artistes, comme Saint-Gier par exemple, qui est tout jeune à l'époque. Ici, Tassisky représente donc la répression de ces dockers à Port-de-Bouc, une répression extrêmement violente, où il insiste vraiment sur l'opposition, la violence avec les chiens, avec la gueule ouverte et les crocs saillants, les bottes au cuir luisant, rutilant, les casques des CRS qui bien sûr évoquent l'uniforme des officiers SS dans les camps. La citation ici avec le visage d'Hitler dans le corps du CRS renversé. Et bien sûr, tout cela est nourri de beaucoup de références de tableaux d'histoire bien connus. Le radeau de la Méduse de Géricault ou la liberté guidant le peuple de Delacroix, bien sûr, mais aussi le 13 des maillots. En termes plastiques, qui est exposé au Salon d'automne en 1951 avec un portrait d'Henri Martin, qui était un marin qui s'était opposé à la guerre d'Indochine, qui était emprisonné. Et il expose ce tableau sous un pseudonyme, Julien Sorel, mais les deux tableaux sont censurés en quelque sorte puisqu'ils sont décrochés avec d'autres œuvres à la demande de la préfecture de police, car jugés politiquement incorrects, insultants pour la politique française. Avec cette composition qui est vraiment incroyable, avec le fond qui est bouché par cette masse très sombre, très inquiétante, métallique du navire de guerre, contrebalancée par une ouverture avec des teintes et une touche beaucoup plus légère sur la droite, qui laisse croire que tout espoir n'est pas perdu. On a à la fois un portrait à charge contre la colonisation, avec ce portrait de groupe où il souligne vraiment le dénuement, la misère. Dans les habits, l'absence de chaussures, l'habitat très précaire, qui est un habitat de fortune aménagé par ces travailleurs pauvres venus travailler sur les mines de sel et qui n'avaient pas les moyens de se loger, autrement qu'en assemblant des blocs de pierre, des tôles ondulées, des bouts de carton récupérés. C'est un portrait à charge, mais c'est aussi un portrait valorisant qui montre toute la dignité, la fierté de cette famille qui vraisemblablement a consenti à poser parce que le peintre leur accordait du temps et de l'importance et qui se représente de manière très digne. Le peintre a vraiment souhaité focaliser l'attention sur ces personnes-là sans verser dans les travers orientalistes. Donc il n'y a rien de pittoresque, de séduisant.
Le paysage même n'a rien d'attrayant. Les quelques arbres sont morts et la mer est réduite à un tout petit triangle de bleu sur la gauche. C'est une région qui était une forte syndicalisation des mineurs et qui sera un haut lieu aussi de la lutte pour l'indépendance. Beaucoup de travailleurs syndiqués deviendront aussi des membres du FLN. Et on est très heureux parce que c'est Evelyne Tassisky qui nous l'a offert pendant la préparation de l'exposition. Donc c'est un tableau qui restera au musée et qui avait vraiment toute sa place au musée. Donc ça c'est un tableau de 47. La seconde version est exposée au Salon d'automne en 48. Et pour la presse communiste, c'est vraiment ce nouveau réalisme et le clou du salon d'automne. Le métal, donc voilà, les mines et la métallurgie, jusqu'à l'homme au marteau-piqueur en 58, donc 10 ans après quand même le premier délégué. Donc voilà, les outils, la masse a été remplacée par le marteau-piqueur. Là, il y a vraiment une idée de chevalier moderne aussi de l'industrie. Avec le casque relevé qui fait une sorte de aume, la cravate. Il y a quand même une insistance sur la mise, sur la position, cet air voilà, très, très fier, un peu noble, qui en fait vraiment une sorte d'aristocrate de l'industrie. Il y a toute une série aussi sur les mineurs qui est évoquée ici. Et Tassisky s'intéresse aussi à d'autres travailleurs que ceux de la mine ou de la métallurgie. Avec ici le déjeuner des pêcheurs, donc à nouveau un très très grand format, où ils représentent cette fois-ci les travailleurs non pas en action mais pendant leur pause dominicale, qui est un enjeu aussi de débat et de négociation pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, avec une ambiance un peu inquiétante, avec les balises chavirées dans le fond.